suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. À Lisbonne, le jardin du palais de Fronteira est l'un des jardins les mieux préservés du Portugal. Depuis sa construction à la fin du XVIIe siècle, cet ancien corps de chasse et son jardin de plus de 6 hectares appartiennent à la même famille. À l'époque de sa construction, il est implanté près d'une forêt et de nombreuses sources d'eau. Il se retrouve aujourd'hui au cœur de la capitale portugaise, dans le quartier de Benfica. Ce jardin est une synthèse d'influences étrangères, notamment françaises, italiennes et arabes. Ana Duarte Rodrigues est historienne, spécialiste des jardins baroques du Portugal. Ana, à première vue, la Fronteira, c'est un jardin d'apparence baroque, mais c'est surtout un jardin régulier, un jardin formel. Oui, c'est un jardin régulier fermé par des murs. C'est un rectangle plus ou moins coupé par 2 axes principaux. Le centre est marqué par des fontaines. Les axes principaux s'y croisent. On se trouve alors au milieu du parterre. Ce qui est visible dans ce parterre a été en fait initialement créé à la Villa des Médicis, à Castello, près de Florence. Sur la forme donc, le jardin s'appuie sur un modèle de la Renaissance. Mais il est très baroque. Il y a déjà toute cette exubérance, cette scénographie, cette explosion de couleurs, typique du baroque et si caractéristique du jardin portugais. Les Portugais ont maintenu le style Renaissance de ce jardin en l'état, en restaurant notamment les murs de clôture recouverts d'azulejos. Ces carreaux de céramique de 14 cm de côté, originaires du bassin méditerranéen, représentent ici tour à tour l'univers avec les planètes du système solaire, les constellations, les signes du zodiaque ou les principales activités agricoles qui rythment les 12 mois de l'année. Alors ici, on est entouré de parterres géométriques. Et dans ces parterres, on retrouve alors presque une chorégraphie, une série de danseuses qui sont aux extrémités des carrés. Oui, ce sont vraiment des danseuses, caractéristiques du jardin de plaisir. Les statues ont été faites en Hollande et elles sont en grand nombre sur tout le parterre. À ce groupe de sculptures, on mélange d'autres sculptures antiques. Les dieux païens ont été redécouverts durant la Renaissance, après les fouilles archéologiques de Rome. On installe alors des statues dans les espaces extérieurs, dans les jardins. Les sculptures sont mises en scène pour donner au jardin une atmosphère de petit paradis. Ici se côtoient les statues antiques, les fontaines et les buis taillés, 3 éléments communs à de nombreux jardins du XVIIe siècle en Europe. Et alors Anna, c'est ainsi que Vénus s'apprête à nous faire un entrechat, là. C'est ça? Oui.
La Vénus de Médicis est une des statues de l'Antiquité classique qui a eu le plus de succès dans les jardins de l'âge moderne. À partir du moment où elle commence à être dans le jardin des Médicis, elle va être connue sous le nom de Vénus Médicis. Il s'agit de l'une des sculptures de l'Antiquité classique la plus copiée. Elle est présente dans tous les jardins de la Renaissance. Cette forme-là, avec cette attitude. Oui, elle offre une attitude pudique et une certaine modestie. Le jardin baroque est surplombé par le jardin de Vénus et ses grands arbres séculaires. On retrouve plus à l'ouest un pavillon de rafraîchissement et son bassin en S. Il est dominé par la terrasse des arts libéraux. Celle-ci comprend 6 arcades qui accueillent des statues de dieux antiques et des panneaux d'azulejos représentant les 7 arts classiques. La terrasse relie les salles du palais, la chapelle et le pavillon de rafraîchissement en contrebas. Elle permet des vues obliques et subtiles sur la Galerie des Rois, une des composantes du théâtre de jardin. Alors, il y a une forme de concurrence qui n'est pas commune dans le jardin entre la villa, qui devrait être un petit peu, qui devrait siéger un peu dans le jardin, qui devrait être en majesté, et puis l'édifice avec la Galerie des Rois et le bassin des Chevaliers. Aujourd'hui, ce qui fait de ce jardin un lieu différent, c'est cette compétition entre cette architecture de la galerie et le palais. On peut le lire dans les traités des jardins, et cela s'appelle le théâtre de jardin. Un théâtre de jardin, c'est une expression française qui sert à définir un autre édifice qui provoque la surprise le long des demeures ou des grands domaines. En fait, il y a toujours une architecture très scénographique que découvre ainsi notre regard. Au début du XVIIe siècle, le Portugal est sous la domination espagnole. Des guerres de restauration de la monarchie portugaise sont menées avec l'appui de la noblesse du pays. C'est pour remercier Juan de Mascarenhas, le créateur de ce palais, que le roi Pierre II lui a donné le titre de marquis de Fronteira en 1670. Ce jardin célèbre la fidélité de la famille Mascarenhas au roi et sa participation à l'indépendance retrouvée du Portugal. Pedro Cassiono Neves appartient à la famille des Mascarenhas, dont il a étudié la généalogie. Pedro, c'est Don Juan de Mascarenhas qui est à l'origine de ce bâtiment et puis du jardin. Oui. Et s'il y a une maison au Portugal qui reflète la personnalité et la vie de son fondateur, c'est certainement cette demeure, cette quinta de Saint-Dominique de Benfica. Don Juan était un homme d'une grande érudition. À l'époque, il fréquentait des personnalités très influentes du monde de la culture. Il était très informé de ce qui se passait en Europe. Il était au courant de toutes les nouveautés, de toutes les actualités artistiques. Quand il a construit le domaine, il n'a pas hésité, à travers les contacts qu'il avait, même avec des hommes politiques, à demander de faire venir des statues italiennes ou françaises, mais aussi des azulejos hollandais ou hispano-mauresques d'Andalousie. Tout ceci dans le but d'embellir et de donner une touche cosmopolite à toute cette atmosphère qu'il a créée. Dans son jardin, Juan de Mascarenhas a laissé un message politique. Perpendiculairement au palais, il fait dresser un mur de 5 mètres de haut, rythmé par 15 arcs,
dont 12 sont recouverts d'azulejos, représentant la noblesse à cheval. Une manière de montrer le Portugal comme un pays indépendant, avec une aristocratie suffisamment solide pour supporter les monarques, posés au-dessus des fresques d'azulejos. Alors Pedro, tous ces bustes de rois dans ces niches tapissées d'azulejos, qui sont dans la partie la plus magistrale du jardin, est-ce que c'était une manière de flatter la monarchie? Oui. Tout cet ensemble monumental, que l'on appelle la Galerie des Rois, est orienté au sud et elle fait face au jardin régulier. Dans la Galerie des Rois figurent des bustes de rois du Portugal, qui sont de très bonne qualité. Ils représentent depuis le premier roi du pays jusqu'au prince Dom Pedro, le futur roi Dom Pedro II, qui vers 1665 a inauguré ce jardin. Pour moi, il y a une couleur exceptionnelle à Fronteiras, c'est cette couleur cuivrée qu'on retrouve sur ces azulejos, dans cette partie un petit peu écaillée. De quoi s'agit-il? Ces azulejos sont extrêmement rares. Au Portugal, je ne connais rien de semblable. Une fois de plus, cela montre la connaissance que le fondateur de la maison avait des arts en Europe. Ils viennent d'Andalousie, du sud de l'Espagne. C'est de la céramique hispano-arabe ou hispano-mauresque. Ils sont en forme de pommes de pin ou d'écailles. Ils servent à faire un contraste avec les azulejos bleus du Portugal. Alors il y a une statue qui domine quand même cette galerie et qui n'est pas un roi, c'est la statue de l'opportunité. Oui, justement. Cette statue de l'opportunité, ou de l'occasion, est un choix de Don Juan de Macarenas. C'est une manière pour lui de rendre hommage à la chance que la vie lui a offerte, dont il a bénéficié. Il a été très courageux durant les guerres de restauration. Et pourtant, il a souhaité rendre hommage à l'opportunité. Celle-ci est passée devant lui. Il l'a saisie. Au contraire de beaucoup, qui la voient, mais la laissent s'enfuir. Le jardin de Vénus est créé pour fuir les chaleurs étouffantes des mois d'été. C'est un jardin intime, comme on en trouve en Andalousie et en Afrique du Nord. Je retrouve Anna Duarte devant ce que l'on nomme le pavillon de rafraîchissement. Alors là, Anna, on est à proximité de l'eau, sous les monsteras, dans une ambiance qui nous rappelle plutôt les cultures arabes. Quand on regarde ce pavillon de rafraîchissement, on voit qu'il est extrêmement décoré. La beauté de cette maison de rafraîchissement vient précisément de cette technique que nous appelons rocaille, une technique réunissant une grande diversité de matériaux. Nous avons ici des petits bouts d'azulejos, des petites pierres et aussi des coquillages. Nous avons aussi des bouts de verre colorés et des assiettes achetées à Venise. Quant aux coquillages, beaucoup proviennent de Cochinchine, l'actuel Vietnam. En plus de tout ceci, cette technique est aussi utilisée pour garder la mémoire d'un événement. S'il y a une occasion particulière dans une quinta ou un domaine noble, le service utilisé durant la fête est alors cassé. Certaines assiettes sont ensuite utilisées pour la rocaille. Ça s'est produit ici, quand Dom Pedro II est venu au palais. Le roi visitait une maison noble, alors c'était tellement important que le service qui fut utilisé durant la fête soit ensuite cassé. Quelques-unes des assiettes ont été utilisées ici.
La venue du roi à Fronteira est une marque de reconnaissance dont le marquis veut informer toute la cour. Les azulejos illustrent ici les arts libéraux, c'est-à-dire les 7 arts que l'on enseignait dans les écoles pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Il y avait la grammaire et la dialectique, mais aussi l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Ana Paula Rebelo Correio, historienne de l'art et spécialiste des azulejos. Ce qui est vraiment très attachant dans cette terrasse, moi personnellement, ce qui m'émerveille, c'est qu'il y a un côté exotique. En fait, c'est quelque chose que pour nous, nous est très proche, que c'est l'azulejo, ça fait partie de notre culture, donc on s'identifie, ça nous est très proche, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous échappe, que c'est ce côté exotique dans le sens d'exotikos qui vient de dehors. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'ambiance de la terrasse elle-même. Regardez que c'est un espace où nous sommes en même temps encore à l'intérieur, mais déjà tournés vers le jardin. En même temps, vous vous demandez, je suis où? C'est très sensoriel, il y a beaucoup de choses qui se mettent en marche. Après, vous vous dites, mais est-ce que c'est une architecture complexe? Et vous commencez à regarder et vous vous dites, non, en fait, l'architecture est très simple. C'est dans la peinture de l'azulejo que l'architecture apparaît. C'est un peu comme la peau pour les personnes. Une personne sans peau est une personne écorchée. Si on imagine tout ce mur sans les azulejos, regardez, ici, on voit ça très très bien. La niche, elle existe dans l'architecture, mais tous les autres reliefs de l'architecture, comme ces caissons, nous avons des volutes, nous avons des atlantes, nous avons des chapiteaux, et nous nous rendons compte que tout ça est dessiné et peint dans l'azulejo. Donc l'azulejo réinvente aussi constamment l'architecture, avec énormément de détails. Regardez, par exemple, cette bordure, cet azulejo, qui est en fait, c'est un coin, c'est un azulejo qui limite la dentelle. Ana Paula, ce qui caractérise les azulejos de Fronteira et ce qui les rend assez charmants aussi, c'est que le peintre, ou les peintres en tout cas, n'avaient pas un sens de l'anatomie très, très prononcé. Donc c'est extrêmement naïf en fait ce qu'on a sous les yeux. Oui, tout cet ensemble des arts libéraux, il a été réalisé d'après des gravures. Nous sommes ici devant un des personnages. Et ça, c'est la rhétorique. Ça, c'est la rhétorique. Regardez que ça a été fait d'après une gravure flamande. Et la gravure elle-même, elle a été faite d'après des dessins de Martin de Vos. Alors on voit bien que le visage, il est vraiment moins fin ici voilà. que là. En fait, Martin de Vos est un peintre qui domine parfaitement l'anatomie. Ces artistes, ce sont des copistes. Ce sont des artistes qui n'ont pas une formation académique, donc qui ne sont pas du tout formés ni à l'anatomie, ni à la perspective, mais qui ont une grande capacité, une grande intuition pour adapter des petites gravures à l'échelle monumentale de l'architecture. Et alors, Ana Paula, sur la terrasse, on a une représentation de la poésie. Ça, c'est peu commun lorsqu'on parle des arts libéraux. Oui, tout à fait. En général, s'il y a une figure en plus avec les arts libéraux, c'est la philosophie. La philosophie était considérée la mère de toutes les arts. Et là, la maîtresse des lieux, c'est la poésie. Non seulement elle apparaît, mais elle a vraiment un rôle important. Majeur. Un rôle majeur. Elle préside à tout ce cortège des 7 arts libéraux. Si on fait un petit peu de recherche, on va se rendre compte que le premier marquis de Fronteira, c'était un poète. Et en fait, son surnom, c'était le marquis poète. Et ça nous laisse imaginer qu'il y a eu véritablement un programme iconographique. Les arts libéraux, au XVIIe siècle notamment, sont très fort associés aux arts qui se pratiquent en temps de paix. Or, ce palais a été construit entre 1665 et en 75, il serait probablement déjà pratiquement fini. Et le traité de paix avec Madrid a été signé en 1668. Et probablement les arts libéraux ont été placés ici justement pour montrer qu'il y a cette renaissance d'une nouvelle vie de cour et que tous ces arts libéraux peuvent exister. D'abord pavillon de chasse, le château au XVIIe siècle se dressait au milieu de terres fertiles sur la colline de Monsanto.
Le précédent propriétaire, le marquis Dom Fernando, avait engagé la réhabilitation du jardin quelques années avant sa mort, en 2014. Cristina Castelbranco est une des architectes paysagistes responsables du projet, avec Raquel Carvalho. Nous avons été appelés en 2005 pour restaurer la terrasse du jardin de Vénus. Quand nous sommes arrivés, nous n'avions pas de dessin du parterre des buis fermés. Nous n'avions pas tous ces buis. Donc nous avons achevé le dessin. Nous avons fait quelques plantations à l'intérieur du parterre et nous avons replanté des magnolias qui existaient déjà là avant. Et pour compléter Oui, pour compléter, pour encadrer les plantations déjà existantes. Ce jardin a des arbres exotiques. Nous avons des arbres très anciens. On a de l'arbre de Judée, appelé le cerci, et on a l'araucaria. C'est aussi une invitation à, finalement, à regarder le grand paysage. Alors, un grand paysage qui a beaucoup changé. La vallée de Benfica, elle n'était pas comme ça au XVIIe siècle. Oui, nous pouvons imaginer que les vues à partir de ce lieu étaient ouvertes, plongeant vers les profondeurs de la vallée. Avec la croissance urbaine, la ville s'est développée et s'est rapprochée du domaine. Toute la difficulté, c'était de trouver le bon équilibre entre les éléments urbains à occulter et puis conserver ces idées de profondeur de vue. Oui, c'est un défi. C'est vraiment ça. Pour cette zone très urbanisée, très proche des murs, on a essayé de faire un rideau pour que la densité urbaine ne se voie pas. On a mis une stratégie en place en choisissant des arbres à croissance rapide ou lente. Sur une première ligne, on a des peupliers avec une croissance rapide. Et devant, on a planté des cyprès du Portugal. Les différents alignements d'essences d'arbres constituent un rideau opaque entre le jardin et la ville. En revanche, les orangers qui sont ici n'ont rien à voir avec les rideaux qui sont à l'arrière. Ces orangers et tout ce verger a été planté quand le projet de jardin contemporain a été pensé. Le site où nous sommes était le terrain du jardin potager agricole. C'est le souvenir de ce qui a existé. Et c'était aussi la volonté de l'ancien marquis de revenir à cet espace de verger d'agrumes. Et là, on voit que l'axe de la villa a été prolongé avec ce nouveau projet de jardin contemporain. Oui, le jardin contemporain suit une géométrie qui est aussi inspirée par la géométrie du parterre en haut. Et ces cyprès ont été plantés spécialement pour marquer et dessiner le prolongement de la vue et de l'axe. Effectivement, ce jardin, c'est un jardin qui a une histoire extraordinaire, qui est venu se compléter avec ce jardin contemporain. Ce qu'on a envie de retenir aussi de ce jardin, c'est que c'est un jardin qui fait de la résistance. C'est bien de faire ressortir l'idée que c'est un jardin résistant au milieu d'une grande pression urbaine. C'est nécessaire de faire un inventaire, de recueillir tous les savoirs du passé, toute cette connaissance en termes de dessin du jardin, de l'hydraulique, de la végétation, de la composition même, mêlant tout cela à l'histoire. La connaissance actuelle de ce site est essentielle pour que nous puissions valoriser et maintenir une identité culturelle qui durera à travers le temps.